Nous avons construit l'intégrale pour les fonctions étagées positives, puis pour les fonctions positives, pas forcément étagées, et maintenant nous allons construire l'intégrale pour toutes les fonctions, positives ou pas. Nous allons définir les espaces LP et énoncer le théorème de convergence dominée. Commençons par la définition. Je prends une fonction f, mesurable, positive ou négative, peu importe. Elle peut changer de signe plusieurs fois si elle le souhaite. On dira que f est intégrable par rapport à la mesure mu si l'intégrale de valeur absolue de f par rapport à mu est strictement inférieure à plus l'infini. Bon. Donc, je rappelle que valeur absolue de f, c'est une fonction qui est positive, donc j'ai donné un sens dans la vidéo précédente à cette intégrale de valeur absolue de f des mu. On va noter L1, l'ensemble des fonctions intégrables par rapport à mu, et dans ce cas, lorsque f est intégrable par rapport à mu, donc lorsque f est dans L1, je vais noter f plus le max de f0, donc tout ce qui est au-dessus de 0, et puis f moins tout ce qui est en dessous de 0, donc autrement dit, ça va être une fonction positive également avec tout ce qui est en dessous de 0, donc avec un signe moins. Bon. Donc f plus est bien sûr plus petit que valeur absolue de f, donc comme c'est une fonction qui est positive et majorée par une fonction intégrable, ce sera intégrable au sens où on l'a défini. Et puis de la même manière, f- étant plus petit que valeur absolue de f, l'intégrale de f- donc, va être inférieure à plus l'infini, donc sera intégrable au sens où on l'a donné. Eh bien, je vais définir l'intégrale de f par l'intégrale de f plus moins l'intégrale de f-. Et j'insiste sur le point suivant, c'est que l'intégrale de f+, c'est quelque chose qui a été parfaitement défini dans la vidéo précédente, puisque f+, est une fonction mesurable positive, et f- est également une fonction intégrable, une fonction mesurable positive, dont je peux également, que j'ai défini l'intégrale dans la vidéo précédente. Donc cette intégrale de f par rapport à la mesure mu est parfaitement définie à partir de maintenant. Ce qui reste à faire, c'est vérifier que les propriétés que nous avions pour les fonctions positives étagées puis les fonctions positives sont encore valables pour les fonctions quelconques, mesurables bien sûr, mais quelconques. Quand je dis les propositions, c'est en particulier la linéarité, la positivité de l'intégrale, etc. Alors, commençons tout de suite. Première proposition, le fait que l'intégrale de f est en valeur absolue plus petite que la valeur absolue, que l'intégrale de la valeur absolue. Alors comment je démontre ça? Bon, par une simple inégalité triangulaire, il suffit d'écrire les choses comme ça. Eh bien, l'intégrale de f plus en valeur absolue, c'est l'intégrale de f plus, puisque c'est une fonction positive, et puis l'intégrale de f moins, la valeur absolue de l'intégrale de f moins, c'est l'intégrale de f moins, puisque là encore, j'ai une fonction positive. Bon, eh bien, quand on a écrit ça, on a exactement écrit l'intégrale de la valeur absolue de f. Première proposition, pas de difficulté. Deuxième proposition, si je prends une fonction, si je prends l'espace vectoriel, enfin bon, si je prends l'ensemble L1, eh bien c'est un espace vectoriel, et en plus, l'application qui a un vecteur, un élément de L1 fait correspondre son intégrale est une forme linéaire sur L1. C'est-à-dire que si je fais f plus lambda g, ce sera l'intégrale de f plus lambda intégrale de g. Donc démontrons ça. Première chose, montrons que, effectivement, mon espace vecteur, enfin, le candidat à être espace vectoriel est bien stable par l'addition de deux de ces éléments. Donc je prends f et g dans L1. Eh bien, la valeur absolue de f plus g, c'est plus petit que la valeur absolue de f plus la valeur absolue de g, qui sont des fonctions positives. Et donc, eh bien, je vais avoir que f plus g est bien dans L1. Bon, effectivement, c'est bien stable par l'addition, ce qui est la moindre des choses pour un candidat à être un espace vectoriel. Concernant la forme linéaire, bien, si je regarde f plus g, c'est f plus g plus, le max entre f plus g 0, moins le max entre f plus g et min entre f plus g et 0. Bon. Donc si j'écris les choses comme ça, je vais du coup avoir f plus g plus moins f moins g moins. Donc si on remet si on réorganise un tout petit peu les termes, voilà ce qu'on obtient. Et du coup, quand on regarde les intégrales correspondantes, eh bien, on va avoir cette égalité. Bon.
Eh bien, quand on a cette égalité, si vous avez un petit peu besoin de quelques instants pour bien la comprendre, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc, quand on a cette égalité, eh bien, on va obtenir, on va passer de l'autre côté, cette différence qui est égale à la somme de ces termes. Et ça me donne exactement l'intégrale de f plus g qui est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc, pas de problème en ce qui concerne la somme. En ce qui concerne la multiplication par un scalaire, bon, je prends un scalaire, si je fais l'intégrale de valeur absolue de lambda g, bien, ça va me donner la valeur absolue de lambda fois l'intégrale de la valeur absolue de f. Bon, comme j'ai supposé que f était dans L1, donc cette intégrale est bien convergente, hein, c'est inférieur à plus l'infini, et donc tout ça, ça va bien être inférieur à plus l'infini. Donc, on va avoir le fait que lambda f est dans L1. Hein, donc L1 est bien stable par la multiplication par un scalaire, ce qui est là aussi la moindre des choses quand on prétend être, quand on est candidat à être un espace vectoriel. En ce qui concerne la forme linéaire, on fait deux cas, si lambda est positif et si lambda est négatif. Bon, on écrit l'intégrale de lambda f dans les deux cas en séparant avec f plus et f-, et dans les deux cas, on a bien ce qu'on voulait avoir. Si vous avez besoin de quelques instants pour bien comprendre ces égalités, n'hésitez pas à nouveau à mettre la vidéo en pause. À ce stade, je voudrais faire remarquer une chose qui n'est pas du tout une bonne nouvelle, c'est que l'application qui a f fait correspondre l'intégrale de valeur absolue de f n'est pas une norme sur L1. Alors pourquoi? Parce que l'intégrale de f égale 0 n'entraîne pas f égale 0. Alors ça, c'est quand même pas la meilleure nouvelle de la journée, si je puis me permettre, parce qu'on a un espace vectoriel L1 avec lequel on aimerait bien pouvoir travailler, et on ne va pas pouvoir l'équiper de normes. Hein. Donc autrement dit, ce n'est pas un espace vectoriel normé. Alors on ne peut pas travailler dans ces conditions, il va falloir faire quelque chose, hein, c'est pas possible. Donc, prochain chapitre, on va travailler, on va construire un espace qui va s'appeler L1 droit, de manière à pouvoir résoudre ce problème, parce que là, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Hein, voilà, pas possible. Bon, donc, voilà, donc ça c'est comme ça. Hein, voilà. Donc, ceci étant dit, continuons avec nos propositions. Si j'ai f et g dans L1, alors f inférieur à g entraîne l'intégrale de f plus petit que l'intégrale de g, donc positivité de l'intégrale, et si f égale g presque partout, alors l'intégrale de f est égale à l'intégrale de g. Bon, comment est-ce que ça se démontre? Ça se démontre exactement de la même manière qu'on a fait pour les fonctions positives, aucune difficulté. Donc on va arriver à transporter cette proposition, hein, qu'on transporte depuis le début. Hein. Première vidéo, on était dans les fonctions étagées positives, on l'a établi, on est arrivé à maintenir cette proposition pour les fonctions positives, pas forcément étagées, et maintenant, voilà, on l'a pour tout le monde. Bon. Le corollaire de ça, c'est que si j'ai f qui est plus petit que g presque partout, hein, eh bien l'intégrale de f sera plus petite que l'intégrale de g. Hein. Finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'intégrale, quand on a un ensemble de mesures nulles, elle ne le voit pas. Hein, c'est ça qu'on est en train de dire. Bon. Donc effectivement, si f plus petit que g presque partout, l'intégrale de f plus petite que l'intégrale de g. À ce stade, nous allons énoncer le théorème de convergence dominée. Alors, qu'est-ce que c'est le théorème de convergence dominée? Eh bien, encore une fois, on aimerait bien pouvoir dire que l'intégrale de la limite, c'est la limite de l'intégrale. Bon, sauf que ce n'est pas vrai dans le cas général. Il va y avoir besoin de quelques hypothèses en plus. Vous allez voir, ce n'est pas des hypothèses très contraignantes. Et d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est que finalement, quand on est avec une intégrale de Riemann, etc., on a toujours besoin de convergence uniforme, enfin, on a quand même besoin d'hypothèses assez fortes. Vous allez voir que le théorème de convergence dominée a des hypothèses qui sont relativement légères. Et du coup, quand on va utiliser dans la vidéo suivante l'intégrale, quand on va l'appliquer éventuellement pour l'intégrale de Lebesgue, on aura l'intégrale de Lebesgue dans la vidéo suivante, eh bien, on aura un contexte où les hypothèses sont quand même assez légères. Donc ça, c'est quand même très agréable. Et on a beaucoup travaillé pour avoir cette intégration par rapport à une mesure. Mais vous voyez, ça paye. Là, on va avoir la possibilité d'intervertir des limites et des intégrales assez facilement. Alors quand je dis assez facilement, il y a quand même des hypothèses à vérifier. La première hypothèse à vérifier, c'est que les fonctions, la fonction f soit mesurable, hein, c'est quand même la moindre des choses. Autrement dit, quand je regarde la limite simple de mes fonctions fn, il faut que la limite soit intégrable. Oui, si je veux intervertir la limite et l'intégrale, il vaut mieux quand même que l'objet in fine qui est l'intégrale de la limite existe. Bon, ça, la première hypothèse, elle est raisonnable. Bon. Deuxième hypothèse,
pas très exigeante, hein, je demande simplement que la fonction fn puisse être dominée par une fonction g, hein, d'où le nom du théorème. C'est-à-dire que ma fonction fn, en valeur absolue, elle ne va pas se mettre à partir dans tous les sens, en particulier, elle va être dominée par une fonction f qui elle-même est intégrale. Voilà. Oui, c'est quand même pas des hypothèses qui sont très contraignantes. Alors, si j'ai ces deux hypothèses, qu'est-ce que j'ai? Première chose, f, hein, donc la limite simple de mes fonctions fn, va être dans L1. Première chose. Deuxième chose que je peux écrire grâce au premier point, c'est que l'intégrale, enfin la limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite. C'est la deuxième chose que je peux écrire. Et troisième point, qui en fait d'ailleurs implique le deuxième, c'est que la limite de l'intégrale de la valeur absolue de fn-f, eh bien, c'est 0. Alors pour démontrer ce théorème de convergence dominée, on va commencer par le démontrer dans un cadre un tout petit peu plus exigeant, avec des hypothèses un tout petit peu plus fortes, qu'on va relaxer dans quelques instants. Hein. Et ce qui est un tout petit peu plus fort, c'est que je vais enlever le presque partout. Hein. Donc là, je vais dire c'est partout. Voilà. Pour petit i et petit 2i, hein, au lieu d'avoir la limite de fn égale f presque partout, je vais dire partout. Et pour le deuxième, la domination, au lieu que ce soit le pp, c'est presque partout, hein, ça sera partout. Voilà. Donc ça, au lieu d'appeler ça i et 2i, je vais appeler ça 1 et 2. Donc je commence par supposer 1 et 2. Je vais faire tendre n vers plus l'infini dans 2, hein, donc dans l'inégalité de domination. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je vais avoir valeur absolue de f plus petit que g. Donc j'ai tout de suite le fait que f est dans L1. Fn moins f va être plus petit que 2g. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le lemme de Fatou. Et le lemme de Fatou va me permettre d'écrire que la limite inf de 2g moins fn moins f mu va être plus grand que l'intégrale de 2g. Bon, à ce stade, je vais donc avoir que l'intégrale de 2g mu moins la lim sup va être plus grande que l'intégrale de 2g. Donc, ce que je vais donc obtenir, c'est que cette quantité positive est inférieure ou égale à 0. Bon, une quantité positive inférieure ou égale à 0, c'est 0. Bon, donc ce que j'ai, c'est que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de valeur absolue de fn moins f, c'est égal à 0. Bon, autrement dit, j'ai la limite de l'intégrale dfn qui est égale à l'intégrale de la limite dfn. C'est bien ce que je voulais établir. Donc à ce stade, on a démontré notre théorème de convergence dominée, sauf que nous l'avons fait non pas avec les hypothèses qu'on a énoncées, mais avec des hypothèses un tout petit peu plus fortes, hein, puisque au lieu d'avoir presque partout, on avait partout. Bon, alors appelons, supposons maintenant qu'on a des hypothèses avec presque partout, et appelons E tilde l'ensemble des x de E, tel que justement 1 et 2 soient vrais. Bon, alors je vais appeler f tilde f fois la fonction indicatrice de E tilde, et fn fois la fonction indicatrice de E tilde. Bon. Forcément, donc, f tilde et fn tilde hein, satisfont 1 et 2, puisque là où éventuellement elles ne satisfaisaient pas, on a mis 0 avec la fonction indicatrice. Donc forcément, ça satisfait 1 et 2. Ce qui va se passer, c'est que la mesure de E moins E tilde, c'est 0, hein, puisqu'on rappelle que les propositions i et 2i, c'est 1 et 2, mais simplement presque partout. Donc, ce qui va se passer, c'est que f est égal à f tilde presque partout, et fn est égal à fn tilde presque partout. Bah oui, mais comme on a démontré que l'intégrale ne voyait pas les ensembles de mesures nulles, eh bien on va obtenir que finalement, ce qui se passe avec les tildes est vrai sans les tildes. Voilà. Donc, ce qui démontre effectivement la proposition. Nous allons à présent énoncer la définition suivante, hein, c'est la définition des espaces LP. Qu'est-ce que c'est que l'espace LP? Eh bien, l'espace LP, c'est l'ensemble des fonctions mesurables pour lesquelles l'intégrale de la valeur absolue de f à la puissance p est inférieure à plus l'infini. Et puis pour L infini, c'est l'ensemble des fonctions mesurables dès qu'il existe une constante pour laquelle f est plus petite que cette constante presque partout. Alors, une remarque immédiate, c'est qu'en général, on n'a pas d'inclusion entre les LP et les LQ, mais si vous avez une mesure finie, alors P inférieur à Q entraînera LQ inclus dans LP. Et ça, ce sera particulièrement utile pour les mesures de probabilité, puisque les mesures de probabilité sont des mesures finies, pour lesquelles d'ailleurs la mesure de l'espace est égale à 1.